Bonjour, alors aujourd'hui un petit problème de géométrie, tout petit problème de géométrie, mais vers de grandes espérances, et ça c'est l'intérêt du problème. Je veux dire que c'est ce qui est derrière le problème qui est important plutôt que le problème lui-même. Mais allons-y. On part d'un parallélogramme A, B, C, D, dont les affixes sont ZA, ZB, ZC, ZD. Et bon, donc j'écris directement les affixes. Donc ça, c'est un parallélogramme. Bon. Alors on construit les carrés à l'extérieur du parallélogramme, voilà, comme ceci, et on prend l'isobarisante des carrés. Donc ici, voilà, on va dire le milieu de ça et de ça, hein, voilà. Et donc on obtient finalement 4 points. Et il se trouve que le théorème de Thébault assure que les 4 points forment un carré. Alors la solution n'est pas difficile, hein. On construit Z'A. Alors comment on fait pour le construire? On va construire ce point-là, et ensuite le milieu de ces deux points. Voilà. Et pour construire ce point-là, on prend ce vecteur-là, on le multiplie par I, on ajoute ZA, donc I, ZB moins ZA plus ZA, ça nous fait ce point-là, on ajoute ZB divisé par 2, et ça nous fait Z'A. De la même manière, par symétrie circulaire, on obtient Z'B, Z'C, Z'D, et on fait le calcul, pour montrer qu'ici on a un carré, on va calculer cette distance-là, et on montre que c'est égal à cette distance-là, et par symétrie circulaire, il va y avoir aussi égalité à tous les niveaux, ce qui fait que ce sera un carré, ce quadrilatère sera un carré. Bon, après on peut faire autrement, hein. Mais, donc on va calculer la norme de Z'A moins Z'B au carré, a priori, pour que ce soit plus joli, et il faut montrer que c'est Z'B moins Z'C au carré. Voilà. Et en fait, bon, vous pouvez faire le calcul, c'est un calcul, hein, finalement, où on va se servir quand même du fait que ZA plus ZC est égal à ZB plus ZD. Ben oui, en fait, parce qu'ici, on était parti d'un parallélogramme, et ça, c'est important. Si vous partez de n'importe quel quadrilatère, ça ne marche pas. Ça marche parce que c'est un parallélogramme, et donc que le milieu ici de AC est égal au milieu de BD, et bon, quitte à multiplier par 2, ça nous fait cette égalité-là, dont on se sert pour montrer ça. Bon, alors c'est un calcul, hein, on ne va pas y passer trop de temps, c'est inutile. Je vous laisse regarder si vous voulez, si vous voulez aller jusqu'au bout de cette histoire. Mais surtout, ce qui est important, c'est de regarder ce problème sous l'angle de la symétrie cyclique, la symétrie circulaire en quelque sorte, hein. Voilà. Alors en fait, on va modéliser un peu ce problème pour dégager ce qu'il possède de général. On a une construction géométrique basée sur un quadrilatère, mais qui est d'une part linéaire, puisque vous voyez que là, vous avez des formules tout à fait linéaires dans les Z, et aussi qui respecte la symétrie cyclique. C'est-à-dire que si je tourne, si je décide que ici, à la place de ZA, j'ai ZD, là, ZA, ZB, ZC, et ici, j'aurai forcément Z'D, là Z'A, là Z'B, et là Z'C. Bien, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette transformation, elle a deux propriétés principales. D'abord, elle va de C4 dans C4. Donc je vais voir ce quadrilatère-là comme un élément de C4. Bon, voilà, on va de C4 dans C4. Voilà, qui a ZA, ZB, ZC, ZD donne la même chose avec des primes. Voilà, donc un autre quadrilatère. Et je vais regarder aussi gamma, qui va de C4 dans C4, qui est linéaire aussi, et qui a A, B, C, D, associe D, A, B, C. D'accord? Donc c'est cette symétrie cyclique. Et ce qui est important dans notre transformation phi au départ, qui est à la base du problème, c'est que phi commute avec gamma. Bon, la matrice de gamma dans la base canonique de C4, c'est tout simplement cette matrice qui est la matrice compagnon. Voilà.
Donc, si je dois conclure, phi est une application linéaire de C4 dans C4 qui commute avec gamma, mais donc qui commute avec le sous-groupe de GLN engendré par gamma. C'est-à-dire, ça, étant donné que c'est cyclique d'ordre 4, c'est Z sur 4Z. Voilà. En fait, voilà. En gros, hein, dit avec d'autres mots, c'est une introduction, on est en train de faire une introduction à la théorie des représentations, vous l'aurez peut-être compris. C4 est une représentation de Z sur 4Z, par cyclicité, évidemment. Et phi est un morphisme de représentation. Voilà, on va s'amuser avec ça, mais sans parler de représentation. On n'a pas besoin de connaître les représentations, mais c'est juste pour les introduire. Hein, voilà. Alors, allons-y pour une solution qui ne va pas utiliser la théorie des représentations, mais simplement la théorie de la réduction, comme on la connaît quand on arrive en master. Bon, ok, je suis peut-être un peu optimiste. Alors, on a donc phi qui est linéaire de C4 dans C4, on a cette matrice qui est... On reconnaît ici la matrice compagnon de x4 moins 1, la matrice compagnon où le polynôme ici est vu, le polynôme x4 moins 1 est vu au signe près là, en ligne sur cette ligne-là. Hein, d'accord? Parce que pas confondre avec la matrice compagnon transposée. Bien, alors, on sait, on peut imaginer ou on peut calculer que le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon comme ça, c'est justement x4 moins 1. Son polynôme minimal aussi. Le spectre, du coup, c'est 1i moins 1 moins i, c'est diagonalisable. Alors on sait que c'est un théorème des matrices normales, hein, quand elles commutent avec leur adjoint. Donc ici, elle commute avec sa transposée. Hein, de toute façon, oui, puisque c'est une matrice orthogonale, ça commute avec sa transposée, puisque sa transposée, c'est son inverse. Alors, c'est diagonalisable, en plus, bon, ça on s'en doutait, hein, mais en base orthonormée. Hein, voilà. Donc ici, on va avoir un vecteur, alors en plus, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir dans Carnet de voyage en algébrie, hein, qui est très très général pour les matrices compagnons, on va dire, lignes, c'est que les vecteurs propres sont des vecteurs de forme Van der Monde, en quelque sorte. Donc vous prenez 1, par exemple ici ça se voit mieux, vous prenez le vecteur propre pour la valeur propre i, ça va être 1, i, moins 1, moins i. On utilise un scalaire près. Hein. Pour moins 1, ça va être 1, moins 1, 1, moins 1. Donc vous mettez à la puissance, ici, et ça vous donne le vecteur propre. Donc les vecteurs propres sont très faciles à calculer quand on connaît les matrices compagnons, ces matrices compagnons-là. Donc, les voici. Ça forme une base, oui, orthonormée pour la structure ici unitaire. Et, je dis que phi, il est dans le... On a dit tout à l'heure hein, que phi était dans le commutant de gamma. Donc, ça veut dire qu'on sait d'avance que phi est sous cette forme-là. On ne va pas s'en servir, mais c'est toujours sympathique. En gros, on sait qu'une matrice qui commute avec C, une matrice compagnon, c'est un polynôme de cette matrice. Donc finalement, c'est sous cette forme-là, je vous l'ai mis avec des A, B, C, D dans C. Donc c'est une sous-algèbre de dimension 4. Bon, ça on va pas s'en servir. En revanche, comme phi commute avec gamma, donc la matrice de phi commute avec C, si vous voulez, phi respecte les sous-espaces propres. Donc, on va avoir, puisque ce sont des droites propres, on va avoir que phi de V alpha, bon, je prends alpha égale 1i moins 1 moins i, phi de V alpha, c'est un lambda alpha V alpha. Donc, si on veut connaître phi, vous voyez, c'est ça la morale de cette histoire, c'est que si on veut connaître phi, il suffit de le connaître sur des éléments particuliers, spectraux, les V alpha. Alors ça, c'est quand même assez intéressant, hein, ce côté spectral de phi. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder phi sur ces 4, hein, on va le regarder sur des choses très particulières. Et maintenant, on va revenir à la géométrie. Maintenant, hein, on fait des allers-retours entre la réduction et la géométrie. C'est-à-dire, que représente
le quadrilatère 1, 1, 1, 1? Bon, eh ben, tout simplement, ça veut dire que tous les sommets sont égaux. Donc vous avez juste un point. Vous avez un quadrilatère dégénéré en un point. Et on va appliquer phi. Ça veut dire qu'on va faire notre petite construction avec des carrés en prenant les milieux. Mais en fait, à chaque fois qu'on va prendre deux points, ils seront égaux. Donc les carrés qu'on va construire, ça va être des carrés dégénérés en des points, et les milieux, ça va être le point lui-même. Donc en fait, c'est évident, même pas besoin de calcul, pour voir que cette construction va nous donner que notre 1, 1, 1, 1 va aller vers 1, 1, 1, 1. Ou plus généralement, z, 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 z va faire z, 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 z. Donc lambda 1 égale 1. V1 est vecteur propre pour phi pour la valeur propre 1. Bon, magnifique. Maintenant, je vais regarder VI. Alors, VI, c'est un carré. Donc, VI, il va correspondre géométriquement à 1, I, moins 1, moins I. C'est un carré, mais pas dans le sens qu'on l'avait vu tout à l'heure quand on avait fait la construction. On avait ZA, ZB, ZC, ZD. Alors, on arrive à se convaincre ici que si on fait la construction dans le mauvais sens, quand on va construire notre carré extérieur, le fait de l'avoir fait dans le mauvais sens fait qu'il va se retrouver le carré intérieur. Et en fait, c'est juste ce carré-là. Donc quand on part de 1, I, on fait le carré, on va se retrouver avec ce carré-là. Si on prend la formule de phi, voilà. Et du coup, quand on va avoir ce carré-là, on va faire le milieu de ça et ça, puis ça va faire 0. En fait, donc, on obtient 0. Alors après, si on veut, on peut se rassurer, on fait la formule. Donc on avait dit I ici, facteur de I moins 1, donc ça c'est ce vecteur-là, plus 1, puisqu'on le met sur 1, et on fait la moyenne. Du coup, vous voyez bien qu'on obtient ici moins I, d'accord? Et ensuite, je fais plus I sur 2, et bien ça fait 0. Donc ça veut dire que lambda indice I égale 0. Voilà. Maintenant, on va regarder lambda indice moins I. Alors là, ça devient plus sérieux, parce que là, on est dans le bon sens. Donc quand on va faire notre construction, d'accord, vous voyez bien que notre construction, elle va nous donner des carrés comme ça, et voilà, si ça c'est ZA, ZB, ZC, ZD, on est dans le bon sens, Z', il va être là. Donc le nouveau carré, qui est l'image de phi, quoi, eh bien, ça va être ce carré-là. Bon, vous voyez bien que ce qu'on a comme valeur propre, ZA est envoyé sur Z'A, ZB sur Z'B. Donc vous voyez bien que c'est une similitude de rapport racine de 2 et d'angle moins pi sur 4. Ce qui nous fait lambda moins i égale racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Voilà. Bon, on a donc quelque chose de concret. Maintenant, vous allez me dire, et le dernier, et lui, on l'a sauté. Oui, lui, on l'a sauté. Pourquoi? Parce qu'on a un parallélogramme, d'accord? Ce qui veut dire que, on l'avait dit tout à l'heure, ZA moins ZB plus ZC moins ZD égale 0. Et on se rend compte que c'est l'orthogonale de celui-ci. Donc, on n'a pas besoin, on est dans l'orthogonale de CV moins 1, d'accord? Et donc, on est dans la somme directe, celui-ci, celui-ci, plus celui-ci. Donc lui, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de regarder son image. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Voilà, et bien maintenant, im de phi, lui, il va être envoyé sur CV1, lui, il va être envoyé sur CV-i, et lui, CVI, est envoyé vers 0. Donc l'image de phi, ça va être ça. Et ça, vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que CV-i, ça va être quoi? Déjà, V-i, c'est le carré de forme normale qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, en quelque sorte. Bon. CV-i, ça veut dire que c'est tous les carrés qui sont centrés en 0. Parce qu'on multiplie ce carré-là par un élément de C, donc une similitude linéaire. Voilà. Donc on a tous les carrés centrés en 0. Et là, on ajoute celui-ci, ça veut dire que ça, c'est qu'on déplace 0, donc on déplace l'isobarycentre du carré, et donc on obtient tous les carrés, mais attention, les carrés dans ce sens-là. C'est-à-dire, si on voulait les carrés dans l'autre sens, dans le sens trigonométrique, finalement, il faudrait prendre ça plus ça.
Voilà. Donc là, ça y est, on a fait une preuve comme ça, sans les mains pratiquement, sans calcul. Ce calcul, bah, c'était pour se convaincre, pour se rassurer, mais finalement c'est quelque chose de géométrique. Et on voit le théorème de Thébault assez facilement, avec un petit peu de réduction, et surtout toujours cette matrice compagnon qu'on devrait mettre au programme. Là maintenant je vais faire un petit épilogue, justement parce que il y a des carrés, il y a des carrés dans un sens, il y a des parallélogrammes, etc. Finalement, ça remet en question notre vision des quadrilatères. Donc on va faire le point un petit peu sur les quadrilatères. Alors voilà, plein de choses à dire quand même, hein. Bon, déjà que on retrouve ce théorème de Thébault, hein, dans l'exercice 49, hein, c'est pas 49.3, il n'y a pas de passage en force, de Nouvelles histoires hédonistes de groupes et géométrie, le tome 2, chapitre 13. Donc vous pouvez regarder ça, je vous donne une référence. Voilà. Donc regardons maintenant quels sont les quadrilatères que l'on obtient en fonction des sous-espaces compatibles, les sous-espaces stables, hein, par gamma. Alors, d'abord, CV1, qui est stable par gamma, ça va être juste, on l'a dit, c'est juste les points, c'est les quadrilatères dégénérant en un point. CV1 plus CVI, qui est un sous-espace stable, ben, ça va être les carrés, d'accord ? Donc juste CVI, ça va être les carrés centrés en 0. Quand on rajoute CV1, ça va être les carrés qu'on peut translater n'importe où, mais dans le sens trigonométrique. Si on fait CV1 plus CV moins I, on obtient un sous-espace stable, et ce sont les carrés dans l'autre sens. Voilà. On a dit que ceci, c'est-à-dire l'orthogonale de CV moins 1, donc la somme des autres droites propres, bah, ce sont les parallélogrammes. Donc vous voyez bien qu'on arrive à créer un dictionnaire entre des sous-espaces stables et notre vieille géométrie qu'on apprenait à l'école. Ça, je trouve ça toujours très sympathique. Mais on voudrait retrouver les rectangles, les losanges, par exemple. Alors que sont-ils, les rectangles, traduits dans ce monde-là? Alors là, ça ne va plus être des sous-espaces. Donc l'ensemble des rectangles, ben, à votre avis, hein, ça va être stable? Ben oui, parce que quand vous tournez un rectangle, vous avez encore un rectangle. Donc ça va être stable, mais ça ne va pas être forcément un sous-espace. C'est ce qu'on va voir. On va tomber sur une quadrique. Regardez, on veut les rectangles. Bon, on va se contenter des rectangles centrés en 0, d'accord? Parce que, quitte à translater. Et comme les rectangles sont des parallélogrammes, ben, on n'a pas de composante en V-1. Donc ça veut dire qu'on va chercher ceci. Comme on veut que ce soit centré en 0, on va chercher juste là-dedans. Donc on cherche une condition sur lambda et mu pour que ça définisse un rectangle. Donc qu'est-ce que c'est que les 4 sommets de ça? Ben, les voilà, hein, on calcule. Voilà les 4 sommets. Et ce que je veux, c'est que ce soit un rectangle. Donc je vais regarder, quand on a un parallélogramme, parce qu'on sait qu'on a un parallélogramme, et on a un rectangle si les longueurs des diagonales sont égales. Donc je vais regarder les demi-longueurs. Donc là, les demi-longueurs, c'est facile de voir que c'est module de lambda plus mu, bon, je mets au carré, hein, est égal à lambda module de lambda moins mu au carré. Voilà la condition. Et ça, bon, bah, vous voyez, vous développez, vous simplifiez, ça fait tout de suite la partie réelle de lambda bar mu égale 0. Voilà. Voilà la condition. Alors maintenant, on va la rendre. Vous voyez qu'à cause du bar, c'est une condition réelle. Donc on va regarder ça dans la géométrie réelle. On n'est plus dans la géométrie complexe. Donc ici, je vais... Bon, alors Z, c'est plus un complexe, hein, c'est un réel. X, Y, Z, T sont des réels. Donc on va regarder ça comme une variété de R4. Hein. Donc bien sûr, on est en train juste de regarder les rectangles centrés en 0. Et là, ça nous fait la partie réelle de ça égale 0. Et donc la partie réelle, c'est quoi? C'est XZ plus YT égale 0. Voilà. Alors, on tombe sur une quadrique, c'est-à-dire qu'on tombe sur, ici, une forme quadratique égale 0, avec la forme quadratique de signature 2,2, hein, c'est une forme quadratique non dégénérée de R4. Donc ça s'écrit x2 plus y2 moins z2 moins t2.
On est évidemment dans R4, je ne vais pas pouvoir le dessiner, mais par contre, si je coupe par t égale 1, je vais pouvoir le dessiner. Et ça va me donner ceci. Alors ça, c'est une hyperboloïde à une nappe. Donc il faut imaginer, pour t égale 1, c'est une hyperboloïde à une nappe, et pour les autres, ben, ça va grossir avec t, hein, en quelque sorte. Hein. Ça va être conique. Hein. Voilà, par homogénéité. Donc, ça nous donne une bonne base pour comprendre cette variété des rectangles. Et on sait que cette hyperboloïde, c'est une surface réglée, donc il y a des droites, comme ça, qui correspondent là-dedans à ce qu'on appelle des cétimes. Vous avez des plans, ce sont des cétimes, c'est sous-espaces totalement isotropes maximaux. Ça veut dire qu'ici, on va avoir 0 sur des plans, bon, sur des sous-espaces, mais ici, ça va être des plans. Et quand on coupe par t égale 1, ça va être des droites. Et ce sont les droites que l'on voit ici, alors il y en a aussi dans ce sens-là, mais vous voyez, et si un point de ça, c'est un rectangle, ben on aimerait voir quelle est la droite des rectangles. D'accord ? Quelle est cette droite des rectangles? Alors ça, c'est pas très dur. Eh bien, vous prenez un rectangle, et vous avez une diagonale, comme ça, du rectangle, et vous allez tirer comme ça, vous allez tirer des tas de rectangles, et ça va vous donner, bon, après vous vérifiez par le calcul, une droite des rectangles. Après, vous voyez, l'hyperboloïde à une nappe, il faut l'imaginer comme des spaghettis qu'on tourne comme ça, hein, d'accord, et puis qu'on met autour d'un élastique. Alors l'élastique vert ici, c'est quoi? Bah, vous imaginez bien que vous faites juste tourner le rectangle. Donc vous voyez, on obtient pas mal de choses en tournant les rectangles comme ça, et puis en tirant comme ça. Et on retrouve notre hyperboloïde à une nappe. C'est joli. Et on fait pareil avec les losanges, parce qu'on a envie de connaître les losanges. Bah, c'est exactement la même chose. On va tomber sur im de lambda bar mu au lieu de partie réelle. Et donc c'est exactement la même chose. On va tomber sur la partie imaginaire au lieu de la partie réelle. Voilà. Je pense qu'on j'en ai assez dit. Mais globalement, c'est l'introduction, une de mes introductions préférées à la théorie des représentations, parce qu'on a une application linéaire, mais qui commute avec une transformation naturelle de notre objet géométrique, c'est-à-dire la transformation cyclique. Donc il y a déjà un petit groupe qui arrive. Et c'est comme ça, finalement, que la théorie des représentations apparaît en physique, c'est-à-dire que nos transformations naturelles de la physique, eh bien, elles commutent avec certains groupes, comme le groupe orthogonal, s'il y a conservation isométrique, en quelque sorte. Elles peuvent commuter aussi avec d'autres groupes plus savants, comme le groupe de Lorentz. Voilà, c'est des petites choses qui me font plaisir à partager.